Konami Suda, un garçon ordinaire. Contrairement à toi, fait un choix stupide en ouvrant une application mystérieuse alors que son ami l'en avait averti. En quelques instants, il est mordu par un serpent et sa vie se transforme en un véritable cauchemar, plongé dans un jeu de survie où la réalité ressemble à une version tordue d'un jeu vidéo. Konami découvre que tout le monde a des pouvoirs, et la plupart veulent sa mort. Ne souhaitant qu'une vie normale, Konami est forcé de se battre pour sa survie dans un monde où le danger rôde à chaque coin de rue. L'anime commence avec un garçon nommé Hamada, qui court dans les rues comme s'il avait un psychopathe à ses trousses. Il s'avère qu'il en a bien un. C'est un maniaque à fourrure portant un casque de mascotte d'ours, qui le poursuit avec un couteau. Hamada se demande qui il peut appeler à l'aide et pense à son ami Kyota, mais décide qu'il ne peut pas lui faire assez confiance. Alors il appelle Konami à la place. Malheureusement, il se retrouve dans une impasse, et le type à fourrure le rattrape. Hamada essaie de se défendre et lui lance des tas de coupe-papier, comme un gamin de maternelle. Le type à fourrure esquive simplement les lames et lui tranche la gorge. Après ça, il reste là et regarde sa nouvelle victime qui vient de se faire surclasser et a perdu. Le lendemain matin, Konami regarde des grosses motos d'occasion sympas en ligne, tout en se demandant comment il va faire avec ses poches vides. À ce moment-là, son ami Kyota arrive et lui demande s'il a vu le street art devant la gare. Apparemment, des silhouettes pixelisées apparaissent partout à Shibuya, et les gens paniquent. Il montre des photos à Konami, qui les trouve à la fois flippantes et intéressantes. À ce moment-là, leur ami Hiroyuki entre et leur demande s'ils ont vu Hamada quelque part. Il suppose qu'il est absent et demande comment lui et Hamada ont eu leur nouveau vélo et s'ils ont trouvé un job d'appoint sympa. Hiroyuki répond que ce n'est pas ça et leur dit de le prévenir s'il voit Hamada. Konami réalise alors qu'il a reçu une notification bizarre de Hamada la nuit dernière et décide de la vérifier. En fait, c'est un lien de téléchargement vers un jeu mobile free-to-play. Comme un vrai geek, il l'ouvre instantanément. Le jeu s'appelle Darwin's Game, et il se demande si Hamada est devenu accro et sèche les cours à cause de ça. Sachant ce qui se passe, Hiroyuki se retourne et dit à Konami de ne pas ouvrir l'application. Mais comme un joueur typique, Konami fait exactement le contraire et lance le jeu. Soudain, un serpent sort de l'écran et lui mord le cou. Konami s'effondre, tandis que l'écran de son téléphone indique qu'il a été confirmé comme nouveau joueur. Il est également précisé que son ami Hamada est déjà mort et que le jeu commencera dans 1 heure. Ses amis le transportent à l'infirmerie et il se réveille peu après. L'infirmière lui dit de retourner en classe s'il se sent bien, mais il prétend se sentir mal et remplit un formulaire pour partir plus tôt. Il retrouve ensuite Hiroyuki et Kyota, qui prévoient également de sécher les cours. Kyota propose un karaoké, mais Hiroyuki prend Konami à part et lui dit qu'il doit lui parler de quelque chose de sérieux. Le jeu que Hamada lui a envoyé, il prévoit de retrouver Konami chez lui ce soir pour tout lui expliquer. Konami, toujours complètement perdu, hausse les épaules et part profiter de sa journée avec Kyota. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il rentre en train, Konami décide de faire la chose la plus stupide possible. Il ouvre l'application Darwin's Game. Ignorant l'avertissement de son ami, il voit son personnage à l'écran et suppose que c'est juste un jeu normal. Son compteur de combat et de victoire affiche 0, avec un bouton « Démarrer » en dessous. Il appuie dessus et se retrouve instantanément associé à un meurtrier psychopathe déguisé en animal, Banda-kun. Konami reconnaît Banda comme étant la mascotte du club de baseball local et se demande comment le jeu a pu obtenir son nom et son avatar alors qu'il n'a même pas créé de compte. À ce moment-là, il lève les yeux et voit le vrai Banda assis en face de lui, tenant un couteau. Banda se lève et commence à marcher vers lui comme un rôdeur avant de se jeter soudainement sur lui avec une attaque brutale. Konami esquive sur le côté et lui demande ce qu'il fabrique, mais Banda reste silencieux et l'attaque sans relâche. Konami bloque le couteau avec son sac, repousse Banda d'un coup de pied et s'enfuit pour sauver sa peau. Il se précipite dans un commissariat et dit à un agent qu'un cinglé essaie de l'éliminer. L'agent arrête Banda et tente de l'arrêter, mais Banda le traite simplement de chair à canon et le frappe d'un seul coup. Il se retourne ensuite vers Konami pour le coup de grâce, mais se fait soudainement tirer dans le dos avec une arbalète. Il s'avère que Hiroyuki se tient derrière lui avec l'arme. Il dit à Konami qu'il gagnera le match s'il parvient à échapper à l'assassin ou à attendre la fin du temps imparti. Irrité, Banda utilise une technique d'invisibilité et disparaît comme la vie sociale d'un otaku. Mais Hiroyuki active son pouvoir et plante une autre flèche dans le casque de Banda.
L'invisibilité de Banda se dissipe, mais il charge comme un fou et poignarde Hiroyuki à l'estomac. Konami attrape Hiroyuki et court pour l'emmener à une ambulance. Konami demande ce qui se passe et comment Banda est devenu invisible. Hiroyuki explique que ça doit être le pouvoir de son sceau et que c'est le Darwin's Game. Il se cache dans un parking. Mais Hiroyuki révèle que tant qu'ils sont dans le jeu, ils ne peuvent ni appeler ni envoyer de message à qui que ce soit en dehors. Pendant ce temps, Banda traque grossièrement leur position grâce au mécanisme du jeu et se rapproche. Konami reçoit un message de quelqu'un qui s'appelle Shuka et qui lui propose de l'aider. Hiroyuki dit à Konami de courir et de le laisser derrière lui, car Banda peut facilement suivre sa position. Konami attire Banda à sa poursuite, l'entraînant vers des toilettes. Il se cache dans un casier, mais Banda sort une arme de police volée et commence à tirer sur les cabines. Soudain, Konami inverse la situation, lui saute dessus par derrière avec un extincteur et le met à terre. Konami commence à le frapper, mais Banda lui assène un seul coup de poing qui l'envoie valser. Alors que Banda s'approche avec son couteau, Konami pense que c'est fini pour lui, mais alors l'armure scénaristique entre en jeu. Sorti de nulle part, une voiture lancée à toute vitesse percute l'invisible Banda, le projetant contre un mur. Les conducteurs PNJ paniquent et s'enfuient. Ignorant qu'ils viennent de sauver la vie de Konami, Banda réapparaît, se pixelise et meurt, laissant derrière lui le contour pixelisé de son corps. Konami réalise qu'il vient de gagner son premier match. Se souvenant de Hiroyuki, il se précipite à l'endroit où il se trouvait, pour n'y trouver qu'un autre contour pixelisé, confirmant la mort de son ami. Il reçoit un dernier message d'Hiroyuki sur vie. Ailleurs, une blonde nommée Shuka voit une notification indiquant que Konami a vaincu Banda. Elle s'enthousiasme, impatiente de jouer au jeu avec lui. Le lendemain matin, Konami se réveille chez lui et consulte ses journaux de jeu. Il voit qu'il est passé au rang D3 et qu'il a débloqué la fonctionnalité Gacha. Il fait tourner la roue pour 1 point et gagne un pistolet 2 étoiles. Soudain, un colis est jeté dans son appartement. C'est le pistolet, livré par Amazon, mais maudit. Il envoie un message à Shuka et ils conviennent de se rencontrer dans un entrepôt abandonné la nuit, où elle lui expliquera le jeu plus en détail. Au début, Konami est sceptique à l'idée de rencontrer Shuka, mais il décide d'y aller quand même. Sinon, il n'apprendra jamais rien sur le jeu. Il laisse son pistolet derrière lui, mais dépense tout son argent de poche dans un sac à dos rempli d'outils d'autodéfense. Pendant ce temps, des joueurs du 8e clan écrasent un groupe de membres de Yakuza, les détruisant complètement et tuant tout le monde, y compris leur chef. Ils semblent enquêter sur les récentes morts de joueurs, et une affaire reste non résolue. Plus tard dans la nuit, Konami retrouve Shuka dans l'entrepôt. Elle lui permet de poser une seule question avant de lui accorder toute sa confiance. Il demande comment quitter le jeu, mais elle lui répond que la seule issue est de mourir ou de le gagner complètement. Konami pense que c'est n'importe quoi, mais Shuka lui rappelle qu'elle n'a pas fait les règles. Elle n'est qu'une autre joueuse. Elle commence alors à l'interroger, en lui posant des questions sur son sceau. Elle explique que lorsqu'un nouveau joueur commence le jeu, il est mordu par un serpent qui lui confère un pouvoir évolutif unique, lui permettant de jouer naturellement, même s'ils ne savent pas ce qu'est leur sceau. Ils devraient quand même pouvoir l'utiliser instinctivement, et son nom devrait apparaître sur leur écran. Konami vérifie son écran, mais il affiche juste erreur. Voyant ça, Shuka décide qu'elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne connaît même pas son propre sigle et l'attaque. Konami l'aveugle avec une lampe de poche et s'enfuit pour sauver sa peau. Il se précipite vers l'entrée, mais Shuka verrouille les portes à distance et l'attaque par derrière avec une chaîne modifiée. Konami se cache derrière des tuyaux, mais Shuka allume toutes les lumières et s'avance à découvert. Il vérifie toutes les sorties, mais elles sont toutes verrouillées. Shuka lui dit qu'il n'a plus nulle part où fuir. Elle dit qu'elle était indulgente avec lui pour qu'il puisse montrer son sigle. Mais puisqu'il est une déception, elle va l'achever. Le sceau de Shuka lui permet de contrôler ses chaînes par la pensée, et elle s'en sert pour pourchasser Konami qui fuit pour sauver sa vie. Pendant sa fuite, Konami se met à râler comme un joueur de League of Legends, en blâmant la conception du jeu et en se plaignant de son déséquilibre. Il s'écrie que s'il avait une arme, il pourrait riposter. Soudain, une arme apparaît dans ses mains, et il se demande si les développeurs ont enfin écouté ses prières. Il se retourne et tire sur Shuka, qui évite de justesse la balle. Konami continue de courir pendant que Shuka le poursuit, et il n'arrête pas de lui dire d'accepter un match nul. Il ne veut pas se battre. À un moment donné, il reprend son souffle et se souvient de ce qu'elle a dit à propos des sceaux.
que c'est aussi naturel que de respirer. Se remémorant le moment où il a fait apparaître l'arme, il teste à nouveau son sigle, créant du ruban adhésif et du fil de fer pour tendre un piège. Il attire Shuka près du boîtier électrique et tire avec une arme fixée à un tuyau. Elle esquive, mais la balle atteint le disjoncteur, coupant la lumière. Konami révèle qu'il a déjà adapté ses yeux à l'obscurité pour pouvoir attaquer dans l'ombre. Il se précipite sur elle tout en esquivant ses chaînes. S'approchant, il crée un pistolet paralysant dans sa main, fait tomber Shuka et la cloue au sol avec son arme pointée sur son visage. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle disparaisse comme les autres. Réalisant qu'il dit la vérité et qu'il ne comprend vraiment pas le jeu, elle accepte sa défaite. Elle explique que cela s'appelle la mesure des points totaux perdus et accepte d'obéir à ses ordres. Une partie de ces points est transférée à Konami et notre type gagne officiellement son premier membre de harem. Après le combat, Konami s'effondre sur les genoux de Shuka et s'endort. Quand il se réveille, il se retrouve dans son lit. Shuka fait officiellement partie de son harem maintenant, toute nue et allongée sur ses genoux. Elle lui demande une faveur et Konami, pensant qu'il va enfin avoir de la chance, lui demande ce qu'elle veut. Shuka répond qu'elle veut fonder une famille avec lui. Quel chanceux! En effet, plus tard, on voit une jeune hackeuse mineure avec un équipement sophistiqué qui surveille le combat entre Konami et Shuka. Il s'avère qu'elle est la hackeuse de l'anime et qu'elle vend des informations contre des points. Elle souligne l'extraordinaire talent de Konami et le classe comme un joueur de rang S pour avoir vaincu le panda psychotique et Shuka, la reine invaincue des chaînes. Elle se réjouit de ses prochains exploits et s'enthousiasme à l'idée de pouvoir vendre ses informations à prix d'or. Shuka informe également Konami de la fonction de protection, qui permet aux joueurs d'échanger 10 points pour retirer leur nom de la liste des concurrents du match de classe. Furieux, Konami vérifie son solde et constate qu'il s'élève à 639 points après sa victoire contre Shuka la nuit précédente. Après avoir assimilé toutes ces informations, il accepte sa demande de former un clan. Elle explique que la création d'un clan nécessite un rang minimum de B2. Il lui demande pourquoi elle ne le démarre pas elle-même puisqu'elle est déjà classée à 4, mais elle insiste sur le fait que dans ces moments-là, c'est à un homme de prendre les choses en main et on sait tous où ça va mener. N'est-ce pas? Ceci étant dit, elle lui dit qu'elle les appellera plus tard dans la soirée et ils se séparent. Sur le chemin du retour, Konami décide de tester la fonction de conversion d'argent en échangeant 10 points, juste pour voir comment fonctionne le système. À sa grande surprise, son compte bancaire est crédité d'1 million de yens. Pour les Weebs américains qui lisent Novosa, ça équivaut à environ 6 700 $, probablement plus que ce que vous avez sur votre compte épargne. Le lendemain, Konami se dirige vers la statue Mo à Shibuya, qui est étrangement recouverte d'une bâche en plastique. Peu après, Shuka arrive et annonce qu'ils vont à leur premier rendez-vous. Il l'interroge sur la modification d'événements qu'ils ont tous reçus, et elle explique que l'événement à venir aura lieu juste là, à Shibuya. Naturellement, ils doivent se familiariser avec les lieux avant que ça ne commence. Pour l'instant, elle décide qu'ils devraient aller au parc Yoyogi. Pendant qu'ils marchent, elle lui explique certaines règles essentielles du jeu. Règle numéro 1, ne jamais révéler l'existence du jeu aux profanes ni divulguer de détails à des personnes extérieures. La façon la plus sûre d'y faire référence en public est simplement le jeu. Certains joueurs l'appellent aussi le jeu D. Elle l'avertit également d'être particulièrement prudent à Shibuya, car un incident récent a entraîné la mort de 12 joueurs près de la statue couverte. Cette zone est également contrôlée par le 8e clan et elle est généralement envahie de joueurs. Après, ils retournent à la gare et font les boutiques pendant que Shuka choisit de nouveaux vêtements. Pendant ce temps, un joueur connu sous le nom de l'analyste, qui surveille de près les activités et les succès de Konami, vend des informations le concernant à un membre du club de boxe Danjo. En échange, elle demande des informations sur l'événement de chasse au trésor qui vient d'être annoncé. Il répond que tous les joueurs n'ont pas reçu la notification et que les détails sont rares. Sur ce, il s'en va, tramant quelque chose impliquant Konami. Pendant ce temps, Konami attend dehors que Shuka finisse de se maquiller, quand soudain un inconnu lui arrache son téléphone. Le coupable, un type du club de boxe, révèle son visage et ordonne à Konami de le suivre. En marchant, il remarque que même si les autres joueurs ne peuvent pas utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre pour le jeu, perdre un appareil reste un inconvénient majeur. Alors, Konami devrait être intelligent et obtempéré. Il entraîne Konami dans une ruelle isolée et lui dit que les gens parlent de lui.
le nouveau venu solitaire qui a vaincu à la fois le célèbre chasseur débutant et la reine invaincue. Sur ce, il défie Konami dans un combat improvisé, affirmant qu'il est impatient de tester sa force contre un adversaire redoutable et de gravir les échelons du classement. Konami proteste, disant qu'il n'a jamais voulu se battre et qu'il a été entraîné dans ce jeu sans savoir dans quoi il s'engageait. Le boxeur, cependant, ne croit pas à cette excuse et attaque. Le combattant entraîné assène un coup de poing propre au visage de Konami, le faisant s'écraser au sol. Déçu, il se moque de Konami, lui disant d'appeler Shuka ou qui que ce soit qui s'occupe de lui, pour qu'il vienne ramasser son corps meurtri avant qu'il ne finisse le travail. Mais Konami inverse soudainement la situation, en disant « Surprise, espèce d'enfoiré », alors qu'il électrocute la jambe du boxeur avec un pistolet paralysant. Il déclare alors qu'il ne fait partie d'aucune équipe, qu'il joue en solo et se prépare à frapper à nouveau. Le boxeur est momentanément stupéfait, se demandant où Konami avait caché l'appareil. Son premier réflexe, l'a-t-il stocké? Tu sais où? Mais il chasse rapidement cette pensée et réalise que ça doit être lié à son signal. Konami se précipite pour frapper à nouveau, mais son adversaire contre-attaque avec un coup de genou bien placé au visage, le repoussant. Réalisant qu'il a besoin d'un levier, Konami prend son téléphone en otage, appuyant le pistolet paralysant contre celui-ci et menaçant de griller l'appareil si le boxeur ne se rend pas. Pendant ce temps, Shuka sort des toilettes, se demandant où son esclave a disparu. À ce moment-là, elle reçoit un appel de l'analyste, qui l'informe que la personne sur laquelle elle enquête ne semble pas appartenir au club de boxe Danjo. Elle a également fait des recherches sur le 8e clan et a trouvé peu d'informations sur leur nouvelle recrue. 6. Mais elle ne pense pas que ce soit la personne qu'il recherche. Quant à Wang, c'est un mystère total, car il élimine quiconque croise son chemin, et la nécromancie n'est pas vraiment dans ses cordes. Shuka dit à l'analyste qu'elle paiera le triple si elle peut dénicher plus d'informations sur sa cible. L'analyste lui demande alors si elle veut des détails sur Konami à la place. La simple mention de son nom met Shuka dans une rage folle, et elle exige le moindre renseignement sur lui, l'avertissant que sa vie en dépend. Déterminée à le trouver, elle sort et tombe sur Konami engagé dans une bataille avec le boxeur blond. Sans hésitation, elle attaque, envoyant ses chaînes voler vers l'adversaire, mais il parvient à esquiver chaque coup. Pendant ce temps, Konami profère une dernière menace, forçant le boxeur à se rendre, et se présente comme un Nukai du Danjo Boxing Club. Il rend le téléphone de Konami et les informe que la chasse au trésor va commencer. Alors qu'ils vérifient leurs écrans de téléphone, des boîtes de téléportation enveloppent soudainement leur corps. Shuka explique que cela arrive toujours avant le début d'un événement et qu'il semble qu'ils vont tous être séparés. Sur ce, Konami se retrouve transporté dans une chambre d'hôtel. Il regarde l'écran, se demandant si c'est vraiment juste une innocente chasse au trésor. L'événement compte un total de 300 participants, dont Wang, l'analyste et plusieurs autres. Le but est simple: collecter des anneaux. Quiconque ne parvient pas à rassembler au moins 3 anneaux avant la fin de l'événement verra son game over. L'édition Chasse au trésor des Hunger Games commence lorsqu'une fille en uniforme scolaire lance une attaque enflammée sur Wang, pour ensuite s'écraser du haut d'un toit, et sur ses entrefaites, le massacre commence. Pendant ce temps, Shuka erre dans les rues de Shibuya à la recherche de son animal de compagnie. Konami, lorsqu'elle tombe sur le contour à la craie de la fille qui est tombée plus tôt, une foule s'est rassemblée, prenant des photos. Mais soudain, un bruit aigu retentit d'en haut. Dès qu'il s'estompe, tous les civils ordinaires s'éloignent comme des marionnettes hypnotisées. Shuka en déduit que les organisateurs du jeu ont dû déclencher ce phénomène pour empêcher les gens ordinaires d'interférer avec l'événement. De retour à l'hôtel, Konami lit les instructions de l'événement, commentées par la mascotte serpent sur l'application. C'est une chasse au trésor, où les joueurs peuvent collecter des points en ramassant des anneaux dispersés dans la zone. Il existe 7 types d'anneaux, chacun orné de gemmes différentes, et chacun a une valeur de points unique. Les joueurs peuvent s'affronter pour la possession de ces anneaux, et tous les participants sont forcés en mode Battle Royale, désactivant leur fonction de recherche jusqu'à la fin de l'événement. Cependant, ils ont accès à un affichage de cartes et à une application Air Camera pour faciliter la chasse. Plus important encore, tout joueur qui ne collecte pas au moins 3 anneaux à la fin de l'événement est éliminé. Quitter la zone de l'événement entraîne également une disqualification immédiate. Konami réalise que seulement 300 anneaux sont disponibles dans cette manche, ce qui signifie que les 2 tiers des joueurs seront éliminés.
Ça ne lui semble ni juste ni amusant. Anxieux, il essaie d'appeler sa maman Shuka pour se rassurer, mais l'opérateur du jeu le lui refuse immédiatement, l'informant que les joueurs ne peuvent communiquer qu'en utilisant la fonction de chat du jeu. En utilisant l'affichage de la carte, Konami repère plusieurs anneaux dans les environs, puis passe à la caméra R, révélant un site escape en ruine. Divers marqueurs rouges indiquent l'emplacement des anneaux, et l'un d'eux se trouve juste sous son lit. Il le récupère rapidement. Il apparaît comme un anneau doré dans le monde réel, mais comme un bracelet en rubis dans R, il vaut 500 points, soit 335 000 $. Plus d'argent que le pauvre L ne pourrait jamais en rêver. En sortant de sa chambre, il sursaute en voyant une silhouette à la craie juste devant sa porte. Il essaie de passer discrètement, mais se fait piéger par un autre tracé sur le mur. Réalisant qu'il est en grave danger, il constate que plusieurs joueurs doivent être à l'intérieur de l'hôtel et que sa seule chance de survie est de s'échapper à l'extérieur. En vérifiant à nouveau la caméra R, il voit plusieurs points rouges se déplacer sur différents étages. Des joueurs qui ont déjà récupéré des anneaux. Il se précipite vers l'ascenseur, mais se ravise rapidement, optant plutôt pour la cage d'escalier. Invoquant un pistolet avec son seau, il se prépare en entendant des pas s'approcher. Mais sa confiance s'effondre quand il voit nul autre que Ghost de Call of Duty, armé d'une mitrailleuse, prêt à le réduire en miettes. Konami dévale les escaliers, mais d'énormes racines d'arbres bloquent les sorties du rez-de-chaussée. Sans autre choix, il se précipite vers l'ascenseur. Ghost le rattrape, déclarant que c'est la fin. Désespéré, Konami lui jette sa bague, espérant s'en sortir. Mais Ghost ne bouge pas. Il le regarde, pensant clairement que Konami a autre chose à offrir. Konami implore qu'on lui laisse la vie sauve, insistant qu'il n'a rien de valeur, mais Ghost déclare froidement que quiconque tient une arme doit être prêt à prendre une balle. Ghost appuie sur la détente, mais son arme s'enraye. Saisissant l'opportunité, Konami retourne son arme contre lui et exige qu'il se rende. Ghost, impassible, le provoque, parfaitement conscient que Konami n'a pas la détermination de tirer. Avec désinvolture, Ghost répare son arme juste devant lui avant de monter dans l'ascenseur, déclarant Konami indigne de ses balles. Alors que Ghost disparaît, Konami s'effondre, se demandant pourquoi les gens aiment éliminer, mais malgré ses principes. Il comprend que pour survivre, il doit collecter 3 anneaux, ce qui signifie qu'il devra peut-être tuer. Acceptant cette sombre réalité, il se prépare à avancer. Juste à ce moment, alors qu'il s'approche de l'ascenseur, une voix l'interpelle. Se retournant, il voit une jeune fille l'avertir de ne pas entrer. Elle se présente comme rien. Analyste, et lui montre le corps sans vie de Ghost, maintenant enveloppé de vignes et de branches. Elle explique que quelqu'un avec un sigle à base de plantes doit contrôler le bâtiment, piégeant les joueurs à l'intérieur. Konami se souvient avoir vu plus de 10 joueurs, alors que Ryan affirme qu'il y en avait initialement 25. Ne voyant pas d'autre choix, il décide de faire équipe jusqu'à ce qu'il s'échappe. Pendant ce temps, en dehors de la zone de jeu, des spectateurs d'élite se rassemblent pour regarder la chasse au trésor se dérouler. L'annonceur révèle la meilleure marqueuse, Shuka, avec 6 anneaux et 1900 points. Malgré sa défaite précédente contre Solo Move, elle reste une concurrente redoutable. La deuxième place revient à Wang, chef du 8e clan, avec 5 anneaux, tandis que son clan en détient collectivement 18. En dessous d'eux, c'est la loi de la jungle. L'hôtesse du casino, Thémis, entre et salue un vieil homme à l'air riche. Elle se présente comme la responsable de la Trinité. En observant le jeu, il voit 4 joueurs pourchasser Shuka, persuadés que leur nombre leur donne l'avantage, mais elle en élimine rapidement 2 et attire les autres dans une chasse inutile avant de les achever. Se demandant nonchalamment ce que Konami mijote, le vieil homme remarque que Shuka serait parfaite si c'était un garçon. Thémis jette un regard de côté à sa remarque misogyne, mais se reconcentre sur l'événement, déclarant que les joueurs comme les spectateurs profitent de ce bain de sang. De retour à l'hôtel, Ryan fait un discours de motivation à Konami sur la noblesse de fuir plutôt que de tuer. Il apprécie sa sagesse et récupère la mitrailleuse de Ghost pour lui. En inspectant la cage d'escalier, il réalise qu'il leur faudrait une tronçonneuse pour percer les vignes, mais il ne peut pas encore en créer une. Ryan écarte l'idée de s'échapper par les fenêtres, soulignant qu'ils sont au 40e étage. C'est peut-être un personnage secondaire, mais elle n'est pas suicidaire. Pendant qu'il monte, Konami lui demande si elle sait qui contrôle les plantes. Elle mentionne un joueur mystérieux, connu sous le nom de Floriste, une figure de l'ombre qui ne se dévoile jamais, se fiant entièrement à des pièges à base de plantes.
Elle rassure Konami en lui disant que tant qu'il reste aux étages supérieurs, il devrait être en sécurité. Mais quelque chose ne colle pas. Si les joueurs dans l'ascenseur ont été tués, pourquoi n'ont-ils pas été téléportés hors du jeu? Ça veut dire qu'ils sont toujours vivants et qu'ils arrivent. Konami active la caméra R et repère plusieurs silhouettes se dirigeant vers eux. Il attrape rien et il sprint, poursuivi par des joueurs zombiesques avec des branches qui leur sortent du corps. Rien lance une grenade flash pour les ralentir et ils se replient à l'étage. Konami suppose que le fleuriste contrôle les joueurs avec une neurotoxine végétale et une forme de mécanisme de suivi. Mais il n'y a aucune plante autour d'eux. Alors comment sont-ils surveillés? Soudain, il comprend. Ce sont les caméras de surveillance. Avec un sourire narquois, Konami détruit une caméra à proximité, jurant de trouver la cachette du fleuriste et de mettre fin à son espionnage voyeuriste. Après ça, ils sprintent tous les deux dans le bâtiment, détruisant systématiquement autant de caméras que possible. Finalement, ils se glissent dans une pièce fermée à clé que rien avait préparée à l'avance en arrivant dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, ils élaborent leur prochaine stratégie et conçoivent un plan à deux. L'un créera une diversion avec des bombes, tandis que l'autre traquera la cible pour un combat décisif en tête-à-tête. Pendant ce temps, Fleuriste ordonne à ses hommes de fouiller les couloirs par paire, en nettoyant chaque étage un par un, alors que ses hommes terminent leur ronde. Il commence à reconstituer les mouvements du couple et déduit leur emplacement exact en se basant sur l'itinéraire qu'ils ont emprunté pour éliminer les caméras. Il se demande s'ils possèdent un outil spécial leur permettant de pénétrer dans une pièce fermée à clé sans avoir accès aux clés, qui sont stockées en toute sécurité au premier étage. Actuellement obstruées par d'épaisses racines d'arbres, ces hommes finissent par forcer la porte de la pièce, mais la trouvent déserte. Remarquant des signes évidents que le couple était là, Fleuriste insiste sur le fait qu'ils doivent être proches. Soudain, une explosion retentit quelques étages plus bas. Il envoie immédiatement ses hommes à la barricade de l'escalier au 26e étage. Là, on voit Min qui tente de faire sauter les épaisses racines avec des explosifs. Cependant, les racines s'avèrent plus résistantes que prévu. Elle lance alors une grenade flash, étourdissant les joueurs décérébrés qui la poursuivent, et utilise un pistolet paralysant pour les neutraliser tout en avançant. Montant les escaliers en courant, elle manœuvre avec grâce, esquivant les balles avec des mouvements rappelant Neo dans Matrix. Son arme secrète est son signal, une capacité extraordinaire qui lui permet de calculer l'emplacement précis et l'influence de chaque atome dans son environnement. Cela lui confère une précognition limitée, faisant de son talent une imitation du Sharingan. Cette capacité, appelée Laplace, tire son nom du concept du démon de Laplace. Elle l'utilise pour collecter et échanger des informations, assurant ainsi sa survie dans le D-Game. En plus de son instinct aiguisé, elle peut éviter les attaques et abattre ses adversaires comme si elle possédait un système d'observation avancé. Grâce à ses capacités supérieures, elle abat ses poursuivants, laissant Flory profondément intrigué par son signal. Pendant ce temps, Konami entre dans une rage folle et descend au rez-de-chaussée en utilisant une corde qui pend d'une fenêtre. Une fois arrivé dans le hall d'accueil principal, il avance vers la salle de surveillance. À ce moment précis, le fleuriste lui-même apparaît, exprimant le désir de parler avant qu'il ne s'engage dans un combat à mort inutile. Il interroge ensuite Konami sur les raisons qui le poussent à jouer à ce jeu. Konami explique qu'il a été entraîné là malgré lui. Floris, lui, admet jouer pour l'argent, expliquant qu'une vie humaine est estimée entre 100 et 200 millions de yens, soit environ 670 000 à 1,35 millions de dollars. Sans plus hésiter, Flory active son armure végétale et charge Konami. Konami lui lance une bombe, mais sans effet. Flory riposte en sautant et en assénant un puissant coup de poing qui fracasse le sol. Konami esquive rapidement et tire sur lui avec son arme de poing, mais Flory réplique en invoquant des lianes du sol pour le désarmer. Voyant cela, Konami déclare qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Utilisant son signal, il reproduit une mitrailleuse qu'il avait rencontrée auparavant et déclenche un déluge de balles. À sa grande surprise, les balles ricochent sans effet sur l'armure renforcée du fleuriste, et une liane jaillit, détruisant l'arme dans ses mains. Flory annonce échec et mat, affirmant qu'il a analysé le signal de Konami et discerné ses limites. Tandis que Konami peut reproduire n'importe quelle arme qu'il a vue, son pouvoir a des restrictions.
Konami reconnaît la vérité dans ses paroles, réalisant qu'il ne peut activer son pouvoir qu'une poignée de fois à cause des violents maux de tête et de la douleur que cela lui inflige. Malgré cela, il fabrique une autre mitrailleuse et lance une bombe sur son ennemi recouvert de plantes. Flory, ayant anticipé le coup, se précipite, prêt à porter le coup de grâce. Mais Konami sourit, les yeux fermés, tout en tenant une grenade flash. Il la fait exploser, aveuglant momentanément Flory, et disparaît de la vue. Konami tente de s'échapper, mais Floris se reprend rapidement et le rattrape, lui assénant un puissant coup de poing à l'estomac qui le projette en l'air. Se relevant difficilement, Konami tire à nouveau, mais Floris lève un bouclier, déviant sans effort les balles avant de contre-attaquer avec une autre attaque de liane qui le repousse. Allongé sur le sol, Konami regarde Floris s'avancer vers lui. Au moment où il pense que c'est fini, son armure scénaristique s'active, une voix intérieure se fait entendre. C'est son signal. Révélant des connaissances cachées sur son pouvoir, non seulement il peut reproduire des armes, mais il acquiert également une compréhension complète de leur mécanisme et de leur utilisation optimale. Se souvenant que Floris a été forcé de se protéger de ses tirs précédents, Konami en déduit que ses balles doivent être capables de pénétrer l'armure dans les bonnes conditions. Avec une détermination nouvelle, Konami se relève et tire sans relâche. Cette fois, il modifie l'arme, réduisant sa durée de vie en échange d'une pression et d'une puissance de feu accrue. Les balles améliorées percent directement l'armure de bois. Les deux combattants poussent leur capacité à la limite avant de s'effondrer. Floris succombe le premier, assurant la victoire de Konami. Le floriste vaincu l'encourage à en finir, mais Konami refuse, suggérant nonchalamment qu'il meurt d'une maladie ou quelque chose comme ça, car il n'a aucun intérêt à prendre des vies. À ce moment précis, rien n'apparaît derrière Floris, pointant son arme sur sa tête. Elle exige de savoir combien d'anneaux se trouvent dans le bâtiment. Flory révèle qu'il y en a environ 24. Elle demande ensuite s'il savait que le chef du 8e clan participe également à l'épreuve. Elle explique que la plupart des joueurs les plus forts ont déjà récupéré les anneaux disponibles, signalant la fin imminente de la première étape. Cela signifie que le 8e clan lancera bientôt un assaut pour récupérer ces anneaux. Et étant donné leur état d'épuisement actuel, ils ne pourront pas se défendre. Pour avoir une chance, elle propose de former une alliance improvisée pour résister au 8e clan, augmentant ainsi leurs chances de survie. Après avoir fondé leur clan Rensac, ils font une pause pour récupérer et reprendre des forces. Konami dort pendant 3 heures, tandis que Haraji renforce leur défense avec des barricades supplémentaires pour empêcher les intrusions. Une fois que Konami se réveille, ils se regroupent sur un seul étage et décident d'approcher Ghost. Ils lui offrent 3 anneaux et le libèrent en échange de sa promesse de ne pas se montrer agressif envers eux pendant l'événement. Au début, ils l'invitent à rejoindre leur clan, mais il refuse, ne voulant pas collaborer avec l'utilisateur de plantes qu'il avait autrefois soumis à un lavage de cerveau. Quand il s'enquiert des 2 autres joueurs qui étaient avec lui, il lui explique qu'ils leur ont remis 3 anneaux et les ont laissés partir après avoir soigné leurs blessures. Ce problème étant réglé, il se concentre sur l'élaboration d'une stratégie contre le 8e clan. Ghost entre dans une rage folle en entendant leur nom et envisage de rejoindre leur rang uniquement pour se venger de Wang. Konami les informe également que Shuka est en route pour l'hôtel, ce qui portera le nombre total de membres de leur clan à 5. Pendant ce temps, Wang et sa bande complotent pour lancer une attaque à grande échelle contre l'hôtel, dans le but d'anéantir le nouveau clan Solo et de s'emparer de leurs 20 bracelets anneaux. Pendant que vous assimilez ce plan chaotique, décortiquons la stratégie de Wang. Il prévoit de frapper de nuit, en amenant plus de 20 membres de son clan, dont certains qui ne participent même pas à l'événement, pour maîtriser les joueurs de l'hôtel et voler toutes leurs bagues. Jusqu'à présent, son clan a accumulé plus de 32 bagues. Et il est déterminé à en amasser au moins 50 pour remporter la victoire dans l'événement et débloquer les privilèges spéciaux dont on parle, associés au titre. De retour à l'hôtel, Konami et ses alliés se réunissent autour d'une table pour élaborer leur stratégie. Ils conviennent de partager les bagues équitablement, en attribuant la moitié des points au fleuriste, car c'est lui qui a effectué le gros du travail dans cette étape. Au lieu de lancer un assaut direct contre le 8e clan, ils décident d'attendre qu'ils fassent un geste et de contre-attaquer lorsqu'ils tenteront de s'emparer des bagues. Ghost retire son casque, révélant son nom, Ruji, et exprime son désir d'abattre Wang en raison d'une histoire personnelle entre eux. Il se demande ensuite si leur plan est réellement réalisable.
Rien le rassure en lui disant que le 8e clan tombera sans aucun doute dans leur piège. Mais même si ce n'est pas le cas, leur équipe a déjà tous les anneaux requis, rendant leur victoire inévitable. Alors qu'ils délibèrent, rien souligne une incohérence dans les règles de l'événement. Elle remarque que les points ne sont pas attribués en fonction de la rareté de l'anneau, ce qui semble inhabituel. De plus, les directives de l'événement ne précisent pas explicitement que les anneaux eux-mêmes sont le véritable trésor, ni ce qui est nécessaire pour terminer l'événement. Cela laisse supposer que le véritable trésor est peut-être tout autre chose. Ryuji suggère qu'il se concentre d'abord sur la défaite du 8e clan avant de percer le mystère plus profond derrière l'événement. Il s'enquiert ensuite de l'arrivée de Shuka, incitant Konami à vérifier ses messages. Son expression s'assombrit rapidement. Shuka lui a envoyé un appel de détresse urgent demandant de l'aide. À la gare de Shibuya, Shuka se déplace dans les tunnels souterrains, sans se douter qu'une fille aux cheveux blancs la suit silencieusement. Elle scrute les environs à la recherche d'anneaux, mais n'en trouve aucun. Convaincue qu'il pourrait y avoir des endroits cachés, elle avance. Cependant, elle sent soudain une présence inquiétante. Quelques instants plus tard, un torrent d'eau déferle sur elle, mais elle parvient à l'éviter, réalisant qu'elle affronte le saut d'un adversaire. Elle sprinte vers la sortie pour trouver la fille aux cheveux blancs qui lui barre le chemin. Shuka riposte avec ses chaînes, mais l'eau devant elle gèle instantanément, annulant son attaque. Refusant de reculer, elle transforme ses chaînes en forêt pour percer, mais son adversaire les gèle également, les rendant inutiles. Sans autre choix, elle se retourne et fonce vers une autre sortie. Mais l'eau commence à inonder la station, l'engloutissant rapidement. Juste avant d'être submergée, elle parvient à envoyer à Kanami un appel au secours désespéré. Kanami décide immédiatement de secourir Shuka, et Ryuji se porte volontaire pour l'accompagner. En emportant son arme, Shuka propose d'assurer leur couverture depuis le toit en tant que sniper, tandis que le fleuriste reste derrière pour défendre leur forteresse. Kanami et Ryuji se mettent en route, remarquant que l'emplacement de Shuka n'est qu'à 5 minutes de marche. Se déplaçant prudemment, ils ne portent pas de ring pour éviter des escarmouches inutiles. Alors qu'ils traversent les rues désertes de Shibuya, Kanami remarque qu'il ne reste que 168 joueurs sur les 300 d'origine, ce qui donne à la ville l'impression d'être une zone de guerre à enjeux élevés. Tout en marchant, Kanami explique les détails de son sigil, précisant qu'il ne peut reproduire que des armes basiques et certains objets, tandis que les machines complexes comme les smartphones et les véhicules restent hors de ses capacités. Il demande ensuite à Ryuji ce qui le motive à jouer dans son propre sigil. Ryuji avoue que son principal objectif est la richesse, et il se plaint que son sigil, qu'il juge inutile, lui permet seulement de détecter les mensonges. Sur le ton de la plaisanterie, il maudit les développeurs du jeu pour leur mauvais équilibrage. Alors qu'ils approchent de la station de métro, ils aperçoivent la jeune fille aux cheveux blancs qu'ils ont déjà vue. Ryuji l'interpelle, l'avertissant que si elle ne se montre pas, son compagnon lancera une grenade. La jeune fille s'avance timidement, et Kanami remarque qu'elle semble encore plus jeune que Rien. Pendant ce temps, de retour à l'hôtel, Rien découvre un QR code sur l'une des bagues et le scanne avec son téléphone, révélant une séquence numérique. La fleuriste la rejoint, et elles examinent toutes les bagues en leur possession, découvrant différents codes sur chacune, certaines bagues partageant des codes identiques. Cette révélation confirme leur soupçon que le véritable trésor de l'événement ne réside pas dans les bagues elles-mêmes. Elles en déduisent qu'elles doivent collecter tous les types de bagues pour assembler le code complet et découvrir l'objectif réel de l'événement. De retour à la station de métro, la jeune fille insiste sur le fait qu'elle est désarmée et qu'elle ne les attaquera pas. Ryuji vérifie ses dires et la laisse passer. Cependant, alors qu'ils atteignent l'entrée, elle les avertit de ne pas entrer, affirmant que c'est extrêmement dangereux. Ryuji détecte immédiatement sa tromperie. Alors qu'ils descendent l'escalier, ils découvrent que toute la station est submergée. Déterminé à sauver Shuka, Kanami dit à Ryuji que s'il ne revient pas dans les 5 minutes, il devrait confier ses anneaux à la jeune fille et retourner à l'hôtel. Une fois que Kanami disparaît dans les eaux de l'inondation, Ryuji pointe son arme sur la jeune fille, affirmant qu'elle a déjà menti une fois et qu'il ne veut pas faire de mal à un enfant. Il exige qu'elle révèle tout ce qu'elle sait sur la station inondée. Au lieu de répondre, elle utilise son sigle pour manipuler l'eau d'une bouche d'incendie à proximité, gelant sa gâchette avant de s'enfuir. Réalisant qu'elle est liée à l'inondation et qu'elle détient probablement des informations précieuses, Ghost se lance à sa poursuite, déterminé à découvrir la vérité. L'enfant se précipite dans un bâtiment et se cache.
pour finalement révéler qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Le corps appartient à une fille nommée Sui, mais elle le partage avec l'âme de son frère, Shota. Shota possède le signal de glace, tandis que Sui manie le signal de l'eau. Elle hésite à prendre une vie, mais Shota est plus pragmatique. Comprenant qu'ils doivent acquérir les anneaux s'ils veulent survivre à cet événement, Ghost les interpelle, les invitant à s'avancer pour une conversation. Mais Shota ricane. Ouais, bien sûr, comme si on allait tomber dans le panneau avant de préparer une stratégie avec Sui pour le vaincre. Sui acquiesce et manipule l'eau des égouts voisins. Mais Ghost esquive rapidement les pics de glace et commence à tirer au hasard pour les débusquer. Réfléchissant vite, Shota élabore un plan, utilisant son téléphone comme appât pour attirer Ghost dans le magasin, alors que Ghost entre dans le rayon des boissons et aperçoit le téléphone par terre. Il est momentanément déconcerté par les intentions de l'enfant. Soudain, de l'eau jaillit des bouteilles, le trempant avant de geler instantanément. Shota s'approche et déclare que c'est la fin. Mais Sui intervient, arrêtant sa main, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas vivre au prix de la vie d'un autre. Pendant ce temps, Kanami nage dans les eaux glaciales et tombe sur le mur de glace qui emprisonne Shuka. Il tire dessus avec son arme, créant une ouverture, puis utilise son application pour localiser Shuka et la sauve en nageant juste au-dessus de la surface. Il essaie de la ranimer, mais elle reste inconsciente. Ne sachant plus quoi faire, il tente un massage cardiaque, la ramenant finalement à la vie. À son réveil, elle embrasse immédiatement Kanami pour le remercier de l'avoir sauvée. Elle révèle ensuite qu'elle est entrée dans ce jeu pour venger ses parents et éliminer leur assassin. De plus, elle veut traquer et punir le créateur du jeu pour avoir joué avec la vie des gens. Kanami est d'accord, soulagé qu'ils partagent les mêmes objectifs, en particulier le désir d'abattre le cerveau derrière ce jeu tordu. Il utilise ensuite son signal pour former des chaînes pour elle, et elle utilise ses pouvoirs pour les briser, leur permettant de s'échapper de la station de métro. La nuit tombée, Wang prépare des explosifs et des armes avec ses hommes, se préparant à attaquer l'hôtel. Pendant ces préparatifs, il scanne le code QR sur les anneaux, réfléchissant à la méthode pour gagner la partie. À ce moment précis, la deuxième étape de l'événement commence, avec l'apparition d'anneaux supplémentaires sur la carte. Wang saisit l'opportunité et lance son attaque. Avec l'apparition de nouveaux anneaux, notamment des diamants et des émeraudes, le chaos éclate et des batailles commencent sur tout le champ de bataille. Kanami contacte Rin au sujet des événements en cours, et elle l'informe des codes QR. Lui demandant de lui envoyer le code de l'anneau d'émeraude qu'ils ont obtenu de Tsui, Kanami s'exécute, et Rin déclare qu'elle va sécuriser le code de l'anneau de diamant pour compléter le puzzle. Pendant ce temps, Shuka et Tsui se retrouvent face à face, et Tsui exprime des remords pour ses actes. Elle déclare son intention de se retirer du conflit, affirmant qu'elle refuse de tuer juste pour assurer sa propre survie. Pour tester la sincérité de ses paroles, Shuka lance une attaque, mais finit par lui pardonner en réalisant que l'implication de Tsui l'avait, d'une manière tordue, rapproché de Kanami. Quelle façon d'embrasser le masochisme! Tsui utilise alors son signal pour sécher leurs vêtements et admet qu'elle a du mal avec ses pouvoirs, alors que son frère est bien plus doué pour manier le saut de glace. Prenant cela en compte, Shuka invite Tsui à rejoindre leur clan, lui assurant que se battre et tuer ne sont pas obligatoires. Elle peut contribuer d'autres manières, comme s'occuper du linge et faire le ménage. Parole d'un vrai maître, Tsui accepte, et leur clan commence à prendre forme. Ghost remarque qu'il est indifférent à cet arrangement. Tant qu'il peut abattre quelqu'un, Kanami lui rappelle que leur objectif ultime est la survie, pas le meurtre, et il ferait bien de s'en souvenir. Rin se demande quelle sera leur prochaine action quand elle reçoit soudainement le message de Kanami contenant le code final. Il informe Shuka qu'ils vont abandonner leurs anneaux et poursuivre plutôt le véritable prix, dans le but de mettre fin à l'événement et d'assurer la victoire. Il transmet le plan à Rin et lui ordonne de s'échapper de l'hôtel et de les rejoindre. Rin partage la stratégie de Kanami avec Haraji et annonce son départ, car affronter 20 à 30 membres du 8e seul est une tâche impossible. Haraji, cependant, explique qu'il a une fille malade à peu près de l'âge de Rin et qu'il a besoin de fonds importants pour ses soins médicaux. Il choisit de terminer le jeu en utilisant les points confirmés des anneaux plutôt que de parier sur un trésor incertain. Permettant à Rin de partir, il reste à l'hôtel, sécurisant les 20 anneaux et installant des pièges supplémentaires pour les envahisseurs qui approchent. Les hommes de Wang font irruption.
attaquant les plantes à l'explosif, tandis que leur nouvelle recrue, Sig, les guide avec son signal enflammé. Il affirme qu'ils devraient éviter les ascenseurs, car ils sont probablement piégés. Mais avec lui, cela n'a guère d'importance. Pour le prouver, il entre dans un ascenseur, déclarant qu'il va ouvrir la voie et que les autres pourront suivre une fois que ce sera sûr. À l'intérieur, il est pris en embuscade par des lianes qui descendent du plafond, mais il les incinère sans effort avec ses flammes, les réduisant en cendres. En atteignant les étages supérieurs, il inspecte la zone et remarque que les anneaux ont été dispersés sur différents niveaux, soupçonnant que leurs cibles ont peut-être fui pour se sauver. Il relaie rapidement cette information à ses camarades, leur ordonnant de prendre le même ascenseur, confiant que la victoire est à portée de main. Ces hommes choisissent de se diviser en 2 groupes, prenant des ascenseurs séparés. Mais lorsque le deuxième ascenseur descend, ils sont confrontés à une vision inattendue. Haraji sort, vêtu de son impressionnante armure de bois, et lance un assaut implacable. Il saisit l'un des assaillants et exige de savoir où se trouve Wang. Mais ses ennemis se montrent imprudents, préférant se faire exploser plutôt que de se rendre. Malgré leur sacrifice insensé, Haraji les anéantit tous avant de remonter dans l'ascenseur, prêt à affronter Sig. Sig s'impatiente, s'interrogeant sur ce retard. Mais il est stupéfait quand Haraji sort de l'ascenseur, couvert de sang et vêtu de son armure de bois. Son signal de feu activé. Sig se prépare tandis qu'il se prépare pour une bataille intense. Pendant ce temps, Rin parvient à s'échapper et se met à courir vers Konami et les autres. En chemin, elle s'interroge sur le but de l'administrateur du jeu et se demande s'ils ont abandonné leur souci d'exposer les normaux à leur jeu avec cet événement à grande échelle. Laissant cette pensée de côté, elle se concentre sur les codes qu'elle a obtenus de tous les anneaux. Au début, elle avait du mal à trouver le lien entre eux, mais elle a finalement réalisé qu'ils devaient être disposés dans l'ordre en fonction de la dureté des gemmes. L'indice est que Rubis et Saphir partageaient le même nombre, et une fois agencés correctement, le code révélait des coordonnées menant au centre de l'événement, la gare de Shibuya. Cela suggère que le véritable trésor doit être caché quelque part à l'intérieur. De retour à l'hôtel, Haraji repense aux informations que Rin lui a fournies concernant les membres du 8e clan. Elle l'a averti de se méfier de 2 membres en particulier, Kai et Sig. Kai possède des capacités télékinésiques, tandis que Sig peut manipuler les flammes. Sig est un pyromancien rare qui peut s'enflammer entièrement, ce qui fait de lui l'adversaire le plus redoutable pour les capacités végétales de Haraji. Haraji tente de l'affronter de front, mais Sig annule ses attaques en lui assénant un coup de poing enflammé dévastateur, brûlant son armure. Réalisant qu'il est surpassé, Haraji tente de fuir tout en créant des barricades pour ralentir Sig, mais Sig les traverse sans effort. Désespéré, Haraji l'attire dans un piège rempli de grenades cachées dans ses lianes, mais avant qu'il ne puisse les faire exploser, Kai défonce la fenêtre grâce à ses pouvoirs télékinésiques et lui assène un coup de poing puissant, envoyant Haraji valser vers Sig. Pendant ce temps, Sig prépare un coup de poing brûlant et porte un coup fatal, blessant brutalement Haraji et le laissant rejoindre les rangs des guerriers déchus. Ses organes détruits, Haraji s'effondre au sol, tandis que Sig retrouve Kai et le remercie pour son aide. Soudain, Haraji, animé par une volonté de fer, se ranime en utilisant ses lianes pour faire battre son propre cœur et déclenche son piège explosif. Cette diversion lui permet de s'échapper, mais il parvient seulement à atteindre le niveau inférieur du bâtiment. Kei protège Sig de l'explosion et les 2 descendent à la recherche de Haraji. Ils n'ont pas à chercher longtemps. Haraji est à peine accroché à la vie près de l'escalier. Dans ces derniers instants, il déclare qu'il est satisfait de savoir qu'il verra leur chute. Dans un dernier effort, il utilise ses lianes pour faire s'effondrer tout le bâtiment. Au même moment, Rin remarque qu'il y a plus de 20 personnes à l'intérieur. Elle en déduit que c'est normal, vu que c'est le centre de l'événement. Quoi qu'il en soit, même si d'autres connaissent les codes, elle seule possède celui de la bague de diamant. Elle se faufile à l'intérieur, avec l'intention de chercher le trésor, mais change immédiatement d'avis quand elle aperçoit Wang et ses 20 hommes qui fouillent la zone. Avec moins de 98 joueurs restants dans le jeu, elle en déduit que Wang a dû faire appel à des renforts extérieurs. Chercher le trésor est impossible avec lui. Malgré cela, elle fait confiance à ses coéquipiers et continue à recueillir des informations. Alors qu'elle avance, elle est soudainement découverte par un membre du clan doté d'un odorat de loup. Il sent son odeur, et sans doute chacun d'entre vous se demande ce que ça fait. Bande de pervers.
Bref, Rin utilise ses capacités pour s'échapper, évitant plusieurs poursuivants et creusant la distance en sautant par-dessus les voies ferrées. Elle se précipite à l'étage et tente de fuir, mais à sa grande surprise, Wang apparaît soudainement devant elle et la capture instantanément. Wang l'interroge, exigeant tout ce qu'elle sait sur le trésor. Rin insiste sur le fait qu'elle ne sait rien et n'a même pas de bague à lui offrir. Impassible, Wang sourit d'un air mauvais et lui rappelle sa position en lui brisant impitoyablement le bras gauche. Quand il l'interroge à nouveau, Rin feint de coopérer et commence à lui parler d'une ancienne méthode d'empoisonnement chinoise où des créatures venimeuses sont placées dans un pot pour se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, la plus mortelle de toutes. Elle lui demande si ça ne lui rappelle pas lui-même, le soi-disant roi du venin. Cependant, Wang n'est visiblement pas fan de Marvel et se met au contraire en colère, déclarant qu'il lui coupera les doigts un par un jusqu'à ce qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait sur le trésor. À ce moment-là, la chaîne de Shuka frappe au-dessus d'eux, libérant une grenade flash qui aveugle tout le monde dans la zone. Cela lui permet de secourir Rin et de la mettre en sécurité. Rin remercie Konami et les autres pour leur sauvetage opportun, et il se retrouve maintenant face à face avec Wang et son clan. Konami propose une négociation, déclarant qu'ils ont des informations vitales sur l'événement et qu'ils sont prêts à discuter des conditions. Cependant, si les négociations échouent, ils se battront jusqu'à la mort. Les disciples de Wang se moquent de leur proposition, déclarant que le 8e clan ne prend que ce qu'il veut et qu'il va tous les massacrer, n'en épargnant qu'un seul pour lui soutirer des informations. Sur ce, la bataille commence. Ghost ouvre le feu avec sa mitrailleuse tandis que les autres ripostent. Au milieu du chaos, Ren et Konami s'échappent pour trouver le trésor, tandis que Shuka et Sui font équipe pour congeler leurs adversaires. À ce moment précis, Wang se matérialise devant Shuka et brise ses chaînes sans effort. Ghost intervient rapidement, tirant sur Wang et se déclarant son véritable adversaire. Il comprend que le pouvoir de Wang lui permet de se téléporter dans un rayon de 5 mètres et de couper n'importe quoi à moins d'1 mètre, ce qui fait de lui un épéiste capable de réduire instantanément les courtes distances. Ghost en conclut que maintenir une distance de 10 mètres ou plus lui donne l'avantage. Wang, irrité par l'intervention de Rube, ordonne à ses subordonnés de le distraire, forçant Ghost à recharger. Saisissant l'opportunité, Wang se téléporte instantanément devant lui et lui tranche la main, s'assurant que Ghost sera gaucher ravi. Pendant ce temps, Konami exhorte Rin à se concentrer sur le déchiffrage du dernier indice pour localiser le trésor. Lui laissant de l'espace, il observe Rin activer la fonction de recherche approfondie de son pouvoir, canalisant son Einstein intérieur. Elle marmonne un jargon de nerd avant de finalement craquer le code et de déterminer l'emplacement exact du trésor. À l'extérieur de la station, Wang se prépare à achever Ghost et à le transformer en sashimi. Ghost, ne voulant pas se laisser abattre sans combattre, est résolu à emmener Wang avec lui dans une explosion suicide. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Konami arrive et ordonne à Wang de s'arrêter. Brandissant une clé, il déclare savoir où se trouve le trésor et propose de l'échanger contre la sécurité de son équipe. Wang rappelle à Konami que le seul accord possible est de prendre et prendre. Il ne repartira pas vivant. Ghost utilise son sigil et réalise que Konami bluffe pour le distraire. Wang prétend ne pas le croire. Mais Konami pique sa curiosité en pointant une arme sur la clé, menaçant de la détruire s'il n'accepte pas sa proposition. Wang fait semblant de s'en moquer, mais Ghost voit clair dans son jeu. Konami explique que le trésor a été découvert en déchiffrant le code des anneaux. Au départ, il pointait Wang vers la gare de Shibuya, mais le code des anneaux de diamant 888-1 contenait l'indice final. Il a déduit que 888 faisait référence à la statue d'Hachiko et y a trouvé la clé. Il a ensuite compris que le code était pour un coffre à la succursale numéro 1 de la Banque nationale. Pendant que Konami raconte son histoire, Ghost détecte qu'il a tout inventé. La question est de savoir si Wang va y croire. Wang trouve l'histoire plausible, mais manque de preuves. La récompense des anneaux se chiffre déjà en milliards, donc le trésor doit valoir bien plus. Il considère aussi le privilège spécial dont on dit qu'il est accordé aux gagnants. Finalement, il accepte la proposition de Konami, mais dit que seule la vie de Konami sera épargnée. Ghost se retire de l'accord. Konami accepte, disant qu'il s'était associé uniquement pour l'événement, et Ghost le remercie intérieurement d'avoir créé une ouverture. Konami lance la clé vers Wang, qui instinctivement bouge pour l'attraper.
Konami révèle que la clé est juste pour son scooter. Le vrai code était pour le casier à côté de lui, et il l'ouvre rapidement, mettant fin au jeu. La fin de l'événement téléporte tout le monde, laissant Konami seul avec une boîte à l'intérieur du casier. Il soupire de soulagement et l'ouvre, découvrant un smartphone. Le téléphone sonne, et un administrateur du D-Game se présente comme le créateur de l'interface de l'application, expliquant les récompenses de Konami. Konami gagne 10 000 points comme récompense de base, dont la moitié est distribuée à ses amis. De plus, il gagne 1 237 points pour sa survie, ce qui fait un total de 6 237 points, valant environ 4,2 millions de dollars américains. En outre, il se voit accorder un vœu, bien que les demandes impossibles comme ressusciter les morts ou l'immortalité soient interdites. Konami demande immédiatement à quitter le jeu, mais l'administrateur refuse, affirmant que cela irait à l'encontre de ses intérêts. La seule façon de partir est de terminer le jeu ou de tuer l'administrateur et de supprimer le jeu entièrement. Considérant ces options, Konami fait un vœu qui l'aidera à survivre sans tuer les autres. L'administrateur l'accorde et, en guise de cadeau final, révèle le nom de son sceau, Dieu du feu de fer, avant de le téléporter. 2 mois plus tard, les médias couvrent l'incident comme un attentat terroriste, sans explication claire. Pendant ce temps, Konami et ses amis n'ont pas mis les pieds à l'école depuis 2 mois. Yoda décide de rendre visite à Konami pour organiser les vacances d'été. Au manoir de Shuka, elle raconte à Sui une version tordue des 3 petits cochons, où tous les cochons finissent dévorés quoi qu'il arrive. La vraie leçon, dit-elle, est de se procurer un bâtiment solide et moderne au lieu de paille ou de briques. Ils commencent à chercher une base pour leur clan et envisagent d'éliminer le 8e clan avant qu'il ne devienne un problème. Ailleurs, la fille de Haraj reçoit un chèque de 300 millions de yens d'un agent d'assurance après la mort de son père, mais refuse d'accepter sa mort. Elle rencontre Rin, qui lui propose de lui fournir des informations sur son père. Rin confirme que le chèque est authentique, d'une valeur d'environ 2 millions de dollars américains, au Danjo Boxing Club. Kied, la femme du propriétaire, Danjo, restaure le bras de Ghost. Danjo explique que leur accord avec Konami impliquait de soigner Ghost et de le renforcer. Bien que son club soit un dojo de kickboxing ordinaire, 26 de ses membres sont des joueurs de D-Game. Danjo lui-même a rejoint le jeu pour acquérir des pouvoirs de sigil et est maintenant assez fort pour abattre des tanks. Danjo dit à Konami que leur accord est terminé et s'enquiert de la proposition que Konami a faite il y a 2 mois. Konami déclare qu'en tant que chef de clan, il souhaite former une alliance. Danjo y est ouvert, mais dit que les alliances nécessitent un bénéfice mutuel. Alors, il défie Konami en un combat en tête-à-tête pour prouver sa valeur. Pour la première fois, Konami ressent une véritable excitation pour une bataille et accepte le défi. Pendant ce temps, Yoda arrive chez Konami et y trouve un membre du 8e clan qui l'attend, intrigué. Il lui demande s'il est un ami de Konami et s'il peut lui parler. Au club de boxe, Danjo et Konami se préparent à s'affronter dans une arène clandestine. Danjo, classé 4e au D-Game, a remporté un événement majeur, ce qui lui permet d'organiser des matchs d'exhibition avec des utilisateurs de sigil pour gagner des points. Il veut tester la valeur de Konami en tant qu'allié. Les seules règles minimiser les dégâts au bâtiment et interdiction de tuer intentionnellement. Konami commence par activer son sigil pour créer une mitrailleuse, mais Danjo charge et manque de l'écraser. Konami esquive et contre-attaque avec des grenades à main, mais Danjo encaisse et fracasse le sol avec ses coups de poing. Konami tire un coup de pistolet, mais Danjo se rapproche pour le désarmer. En réaction, Konami fait apparaître une lame, mais Danjo reste impassible. Konami invoque alors une mitraillette Scorpion, forçant Danjo à se mettre à couvert derrière le pilier. Inukai, Ghost et Rin observent leur combat. Rin remarque la progression rapide de Konami, tandis que Ghost révèle qu'il a présenté Konami à un trafiquant d'armes. Cependant, Ghost prévient que Konami a utilisé toutes ses astuces alors que Danjo n'a pas encore activé son sceau. Soudain, Danjo soulève un énorme bloc de pierre comme bouclier et le jette sur Konami. Le renversant, Danjo l'immobilise, déclarant le combat terminé. Mais Konami sort une grenade, forçant Danjo à activer son sceau, qui durcit son corps. La grenade se révèle être une grenade flash, permettant à Konami de s'échapper et de pointer son arme sur la tête de Danjo. Danjo, le reconnaissant comme son égal, accepte de former une alliance.
Alors que le combat atteint son apogée, une fille au masqué apparaît soudainement, semblant abattre les deux combattants. Cependant, ils sont indemnes. Danjo la reconnaît, c'est Liu Zulan, la joueuse numéro 1. Elle déclare qu'elle aime Konami, ayant parié sur lui lors d'un événement passé, et l'enlève rapidement après avoir assommé ses amis. Rin et Ghost se précipitent pour informer Shuka et Sue. Shuka, furieuse, déclare qu'elles vont secourir Konami, son animal de compagnie exclusif. Grâce à un système de traçage, ils poursuivent Liu. Pendant ce temps, dans la voiture de Liu, Konami est ligotée. Elle explique qu'elle veut le former comme assassin, car elle croit en son potentiel. Elle révèle qu'elle vient d'un clan d'assassins vieux de 2000 ans qui cherche un successeur, et propose le mariage dans le cadre de l'accord. Konami rejette l'idée, étant déjà aux prises avec l'obsession de Shuka, quand le majordome de Liu, Simon, les avertit qu'ils sont poursuivis. Liu appelle Shuka et exige leur retraite. Au lieu de cela, Konami la choque en les exhortant à écraser la voiture si nécessaire. Amusé par son défi, Liu écoute Konami lui proposer un marché. Il rejoindra son clan si elle parvient à se sortir de cette situation sans tuer aucun membre des Corbeaux du Crépuscule. Shuka et son équipe se rapprochent. Rin essaie de tirer sur les pneus de Liu, mais ils sont blindés. Sui lance une bataille de clans pour activer le mode camouflage du jeu. Shuka grimpe sur le toit de la voiture pour attaquer Liu, mais Liu contre-attaque avec son épée d'énergie. Shuka se remet rapidement de l'effet de mort et continue le combat. Leur duel se termine par une impasse. Liu pose ensuite un dispositif sur la voiture de Shuka, lui faisant perdre le contrôle. Alors que l'écart se creuse, Konami intervient en lançant des conteneurs remplis de liquide. Shuka les fait exploser avec ses chaînes, tandis que Sui gèle les pneus de Liu, provoquant une explosion. Les deux voitures s'arrêtent et les combattantes en sortent. Konami déclare la victoire, mais Liu la conteste, soulignant la position précaire de Shuka. Simon, cependant, admet sa défaite, affirmant que réparer le pneu permettrait à Shuka d'attaquer, forçant Liu à l'éliminer pour continuer, violant ainsi la condition de Konami. Acceptant sa défaite, Liu reconnaît la victoire du Sunset Raven. Konami l'invite alors à s'allier à son clan. Elle refuse, mais décide plutôt de les rejoindre pour juger de sa valeur. Bien que personne ne soit content, surtout Shuka, Konami accepte à condition que si Liu les trahit, elle le trahisse en premier. Elle accepte, et Liu et Simon rejoignent les Sunset Ravens. Pendant ce temps, Wang et son clan ont capturé Yoda, le privant de sa capacité à jouer de la guitare en lui coupant tous les doigts. Ils enregistrent un message vidéo et l'envoient bien à Konami, lui lançant un ultimatum qu'il vienne à eux, sinon son ami perdra la capacité de marcher ensuite. En recevant la vidéo, Konami est submergé par la rage et la culpabilité, se reprochant l'enlèvement de Yoda et la perte irréversible de ses doigts. Le désespoir l'envahit alors qu'il se demande comment son ami pourra mener une vie normale à nouveau. Dans sa frustration, il frappe le mur à plusieurs reprises, mais Ryota intervient, l'exhortant à réfléchir logiquement. Il charge Rin de recueillir des informations sur la cachette de Wang. Elle se tourne vers son ami Katori, du clan de la Couronne de Glace, qui l'informe que le groupe de Wang est retranché dans un entrepôt près de la baie, avec une douzaine à une quinzaine de membres restants. Parmi eux, Wang et Kai sont les utilisateurs de sceaux les plus dangereux, mais il n'y a aucun signe du tristement célèbre démon de la flamme, Sig. Rin suppose que Haraji s'est peut-être déjà occupé de Sig et retourne à leur base pour discuter de leur stratégie avant de partir. Alors qu'elle s'apprête à partir, Katori lui fait une requête, elle veut rejoindre leur clan. Rin hésite, mais accepte de transmettre la demande à leur chef malgré tout. Le lendemain matin, Wang attend l'arrivée de Konami, en regardant Yoda sangloter sur le sol, ses mains désormais sans doigts. Avec un sourire suffisant, il remarque que Konami est trop bon pour laisser quiconque souffrir à cause de lui. Peu importe que Yoda soit juste un type quelconque, Konami ne le laissera pas être blessé davantage. Soudain, un des hommes de main de Wang fait irruption, l'avertissant que toute la planque est encerclée par les forces de l'ordre, y compris les équipes du SWAT. Wang ricane en pensant à la chair à canon à l'extérieur et ordonne à Kai de s'en occuper. Pendant ce temps, Wang lui-même se dirige vers l'entrée arrière, abattant les officiers imprudents qui tentent de percer par derrière. Alors que le chaos se déchaîne, Shuka exécute silencieusement le plan en laissant tomber un téléphone près de Yoda. À l'autre bout du fil, Konami l'incite à cliquer sur le lien pour rejoindre le Darwin's Game, par tous les moyens nécessaires, même s'il doit utiliser sa langue, son nez ou ses pieds. Yoda lutte au début, déconnectant accidentellement l'appel,
Déterminé, il essaie à nouveau et parvient finalement à toucher le lien, activant son sigle. À sa grande stupéfaction, il se voit accorder une capacité incroyablement puissante, le pouvoir de déplacer des objets par la pensée. Sans perdre de temps, il utilise son nouveau pouvoir pour se libérer de ses liens. Alors qu'il commence à savourer sa force, un des hommes de Wang s'approche, arme au poing, prêt à l'exécuter comme ordonné. Mais Yoda riposte, projetant son agresseur comme une poupée de chiffon. Il en déduit que Konami voulait qu'il utilise ce pouvoir pour s'échapper, alors il déchaîne le chaos dans l'entrepôt. Son déchaînement continue jusqu'à ce que Wang lui-même intervienne, lui rappelant sans effort qui est le véritable chef. Au même moment, Konami imagine le pire, que Yoda n'a pas réussi à se défendre. Déterminé à prendre les choses en main, il fonce en voiture vers la cachette, prévoyant de faire irruption et de secourir son ami par la force. Alors qu'ils approchent de l'entrée, Rien et Sui sont déposés, prêts à exécuter leurs rôles respectifs. Cependant, leur avancée est soudainement stoppée lorsque Kai se dresse sur leur chemin. Heureusement, ils s'étaient préparés à une telle résistance, et Yuki s'avance, se portant volontaire pour affronter Kai lui-même. Pendant ce temps, Konami et Ryota se préparent à infiltrer le bâtiment et à secourir Yoda. Dehors, Inukai affronte Kai, révélant qu'il sait tout de lui. Kei était autrefois demi-finaliste d'un championnat de karaté pan-japonais, mais sa carrière a été brutalement interrompue lorsqu'il a accidentellement tué un adversaire. Inukai insiste, demandant pourquoi un ancien artiste martial s'abaisserait à devenir le laquais de Wang. Kei répond froidement que quelqu'un comme Inukai ne pourrait jamais comprendre la grandeur de Wang. Il se souvient de la façon dont, après son tragique accident, il a été rejeté et vilipendé par la famille de la victime. La douleur le tourmentait jusqu'à ce que Wang l'approche, lui offrant la sagesse de sa philosophie tordue. La douleur existe parce que tu n'as pas assez tué. Tue plus et la mort deviendra insignifiante. Fidèle à la doctrine de Wang, Kai a trouvé du réconfort dans le chaos du jeu de Darwin. Inukai écoute, consterné par la stupidité de cette logique. Il soupire, remarquant qu'il sent son QI baisser rien qu'en l'écoutant. Décidant qu'il ne sert à rien de poursuivre la conversation, il défie officiellement Kai via l'application du jeu et se lance au combat, initiant le combat avec un coup de pied puissant. Kai contre avec un coup de poing de champ de force, incitant Inukai à reculer et à évaluer la force de son adversaire. Il enfile alors ses lunettes, active son saut et se lance à l'attaque avec des combos d'arts martiaux fulgurants. Pendant ce temps, Rin exécute sa partie du plan, éliminant efficacement certains des hommes de Wang tout en demandant à Sui de manipuler l'eau de l'océan. Sui s'exécute, permettant à Shota de geler les ennemis restants dans la glace. Après s'être débarrassé de la chair à canon à l'extérieur, ils se dirigent vers leur prochain objectif, se positionnant pour ce qui semble être une victoire décisive sur le 8e clan. Alors que la bataille fait rage à l'extérieur, Konami et Ghost affrontent enfin Wang, qui les accueille avec un sourire malicieux. Ils exigent de savoir où est Yoda, et Wang déclare nonchalamment qu'il a déjà renvoyé leur ami. La suspicion s'installe alors que Wang leur fait signe de se retourner. Avec une crainte grandissante, Konami suit son regard vers une boîte maculée de sang, posée de manière inquiétante derrière eux. Le cœur battant, il s'agenouille et ouvre le couvercle avec hésitation. Son souffle se coupe, l'horreur le submerge. Dans la boîte, une vision grotesque les ordures sectionnées de Yoda, entassées à l'intérieur. Dévasté, il se remémore chaque vie perdue sous sa responsabilité. Alors que ses larmes sèchent, Wang suppose qu'il a enfin brisé l'esprit de Konami. Avec un air d'ennui, il se détourne et ordonne à ses hommes d'en finir, affirmant que ce n'est plus amusant. Cependant, avant qu'ils ne puissent réagir, Konami se retourne brusquement et les abat, marquant sa première élimination directe dans la série. Ce geste inattendu prend tout le monde au dépourvu. Konami prend alors la parole, disant qu'il pensait au départ que le jeu forçait les gens à éliminer par simple survie, mais en vérité, Wang et sa bande n'étaient que de la vermine humaine qui aurait assassiné, jeu ou pas. Fort de cette prise de conscience, il abandonne toute trace de pitié, abattant méthodiquement d'autres hommes de Wang avant de le provoquer en combat singulier. Wang, intrigué par la soudaine confiance de Konami, se jette sur lui avec son pouvoir, mais est pris en embuscade par Shuka, qui lui enfonce une arme dans le dos. Elle le nargue, le traitant de prévisible pour s'en tenir au même schéma de combat répétitif. Alors qu'elle l'entraîne habilement sur le toit, les forces de Wang encerclent Konami et ses alliés, armes au poing.
Cependant, Konami semble animé d'une force irrésistible, terrassant ses ennemis avec une efficacité brutale. Ruga se joint à la mêlée, s'assurant qu'aucun ennemi ne reste debout. Ce combat révèle un côté glaçant de Konami. Son potentiel d'assassin impitoyable est désormais indéniable. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'entrepôt, Shuka se met à couvert, sachant que Wang la traque. Wang, sûr de sa supériorité, la provoque de manière obscène et railleuse, et lui lance une insulte si cinglante qu'elle pourrait trancher l'acier, se demandant si sa mère l'a abandonnée dans des toilettes. Amusé par sa résistance, Wang se vante d'avoir étudié ses capacités et sait qu'elle n'est pas une bagarreuse ordinaire, mais une combattante talentueuse. Il reconnaît son pouvoir de contrôler les chaînes, mais se jette quand même en avant, tentant une attaque directe. En réponse, Shuka attaque avec ses chaînes, mais Wang les tranche sans effort grâce à son saut. Cependant, au lieu d'avancer, il s'effondre soudainement, face contre terre. Regardant en bas avec horreur, il réalise qu'une de ses jambes a été sectionnée et gît maintenant inutilement sur le sol. La panique l'envahit et il jure de l'éliminer, activant sa capacité de téléportation pour apparaître derrière elle. Il abat son arme pour tuer, mais il est horrifié quand sa propre main sectionnée tombe au sol. Stupéfait, il essaie désespérément de comprendre ce qui se passe. Est-ce un bug du jeu? Ou possède-t-elle une capacité plus redoutable que son pouvoir de découpe spatiale? Shuka lui demande froidement s'il est prêt à perdre les 2 derniers membres qui lui restent. C'est alors que Wang remarque de fins fils, presque invisibles, entrecroisés dans tout l'entrepôt. Elle explique qu'elle avait méticuleusement préparé ses pièges à l'avance, et que c'est son propre mouvement imprudent qui l'a conduit à se sectionner les membres. Incrédule, Wang rétorque que des fils seuls ne pourraient pas trancher des os. Shuka précise que c'est vrai, mais que son sceau lui donne le contrôle sur tout matériau filiforme, y compris les fils et les chaînes. En faisant vibrer les fils à haute fréquence, elle les a essentiellement transformés en scies à grande vitesse, le tranchant avec une précision chirurgicale. Wang étant maintenant immobilisé, Xuka l'attache avec ses fils et se prépare à porter le coup final. Désespéré, Wang tente une dernière manœuvre, échangeant sa place avec elle grâce à sa capacité de téléportation, mais son soulagement est de courte durée. Xuka tient toujours les extrémités des fils, et d'un simple mouvement, elle lui sectionne la jambe restante. N'ayant plus qu'un seul membre et sentant la mort approcher, Wang utilise frénétiquement toute sa puissance pour se téléporter à 100 mètres dans les airs. Il amortit sa chute avec succès grâce à son pouvoir et se déclare, avec un sourire suffisant, le véritable protagoniste, ayant une fois de plus échappé aux griffes de la mort. Cependant, lorsqu'il lève les yeux, sa confiance s'effondre. Konami et Ruga se tiennent devant lui, lui demandant calmement s'il est prêt à mourir. Terrifié, Wang implore qu'on lui laisse la vie sauve, transférant 1800 points à Konami en guise d'offrande. Malheureusement pour lui, Konami ricane devant cette somme misérable et révèle un avantage caché, son accès privilégié à une fonctionnalité spéciale de poker. Cette fonctionnalité lui permet de parier sur les combats et d'ajuster sa mise à tout moment. Une partie de poker à enjeux élevés. Un all-in oblige les adversaires à s'aligner. Pour ce combat, Konami a tout misé et est sorti victorieux, remportant plus de 8000 points. Cela signifie que tout le clan Wang est ruiné financièrement. N'ayant plus aucun point, Wang et ses disciples font face à l'inévitable, comme le dictent les mécanismes impitoyables du jeu de Darwin. Perdre tous ses points entraîne une élimination immédiate. Un par un, les membres du clan Wang sont transportés dans l'oubli, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste d'eux qu'un souvenir. Quelques jours plus tard, leurs ennemis vaincus, le corbeau du crépuscule aperçoit un immense bâtiment qui leur servira de quartier général. Leur influence se répand rapidement alors qu'ils revendiquent les anciens territoires de Wang et empiètent même sur leur propre domaine. Ils établissent une nouvelle règle, quiconque ose jouer au jeu de Darwin sur leur territoire sera mis à mort. Ils ne se débarrassent ou pas des gens inutilement, mais ceux qui violent leurs lois sont laissés avec des blessures permanentes en guise d'avertissement. Leur réputation grandit, leur domination s'étend au-delà de Shibuya. Et bientôt, leur contrôle s'étend à toute la région de Kanto. C'est le début de la mission ultime de Konami et Shuka démanteler la folie du Darwin's Game une fois pour toutes. Déterminé, il jure de gagner en puissance jusqu'à ce qu'il découvre le créateur du jeu et y mette fin personnellement. Voilà qui conclut le résumé de l'anime. Comme toujours, si vous avez aimé, faites-le moi savoir ci-dessous et je vous laisse